Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être cette grande question qu'on retrouve, le fameux « qui suis-je » Et oui, beaucoup de questions, grandes questions, le fameux « je suis ». En général, quand on pose cette question-là, qui es-tu à quelqu'un, une personne va énumérer sa profession, son statut, marié, enfant, voiture. Puis je m'amuse souvent quand on fait cette grande et belle description à leur dire « Ok, d'accord. Maintenant, si j'enlève la maison, ça peut arriver. Oui. Qu'est-ce que ça va changer à ta réalité ?» Et généralement, on me répond « Rien. Tes enfants vont grandir, vont partir de la maison, ou ils pourraient disparaître, ça serait très triste, j'en conviens, et là, le sujet pas le sujet du jour. Mais qu'est-ce que ça changerait à ta réalité ?» La réponse est rien. Oui, j'aurais une émotion de tristesse, mais à la réalité individuelle de la personne, ça ne changerait pas qui il est. Alors qui sommes-nous ? C'est très certainement pas ce que nous possédons. Dans un premier temps. Bonjour Corinne. Oui, je suis là. Je suis là, Patricia. Bonjour à tous. Qui suis-je? C'est une très bonne question. Qui suis-je? Comment tu répondrais à cette question-là? Ah, mon doux Seigneur. J'aurais tendance peut-être à commencer par qu'est-ce que je ne suis pas. Pour finir avec mon qui suis-je, je sais pas. J'avoue que... En fait, le chemin n'est pas si difficile que ça. Déjà, il y a deux petites choses pour nous aider. Déjà, savoir que on aimerait toujours se définir par notre corps. Je suis ce corps. C'est sûr, c'est ce que je présente à tout le monde, ce corps, cette enveloppe corporelle. Je suis ce corps, comme s'il était permanent. Alors qu'on voit bien que ce corps-là n'est pas quelque chose de permanent, il a évolué et je suis plus... ça évolue. Continuellement. Ouais. Donc je ne suis pas dans quelque chose de temporaire et fixe, je ne suis pas ce corps, il est instable, ce corps est en transformation, il peut tomber malade, donc c'est quand même très difficile de s'identifier complètement à ce corps qui est finalement une enveloppe qui évolue sans mon consentement. Oui. Mais c'est sûr que dans les premiers jours, c'est ce corps qui va définir si je suis un homme ou une femme. Là. C'est ça, une enveloppe, je dirais, une forme de début de définition de l'expérience que nous allons vivre sur cette planète et ici sur Terre. Donc, on commence par dire mon expérience dans cette vie va se vivre à travers ce corps masculin ou féminin. C'est ça. C'est le véhicule que... C'est un véhicule. C'est le véhicule parce que j'aurais pu être un oiseau, j'aurais pu être un chat, j'aurais pu être une tortue. On pourrait effectivement, si on est en Inde, dans le principe de la loi de réincarnation, le supposer, mais on va rester dans quelque chose de plus, on va dire, traditionnel, puisqu'on n'habite pas en Inde. Mais on pourrait, oui, effectivement. Donc en fait, on ne peut pas se définir réellement, même si on fait l'expérience. Et souvent, dans la vingtaine, on est dans l'expérience du corps, justement. On est dans une grosse identification du corps. Entre l'adolescence et 25 ans, on va faire du sport, on est dans l'esthétique, le début les expériences sexuelles. Donc, effectivement, nous avons une expérience physique très forte à un moment donné de notre tranche de vie. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde fantasme sur les fameux 20 ans, parce que là, c'est la possession, pour ceux qui ne sont pas malades, c'est la possession complète du corps. Ouais. L'expérience à travers le corps, l'expérience de la vie, j'ai envie de dire, à travers le corps. Mais on voit bien que c'est des choses qui sont en évolution complète, continuelle, enfin c'est pas fixe, mais on peut pas se définir finalement à travers le corps. Donc, si le corps est un véhicule, qui est-ce qui conduit? Qui conduit? Beaucoup de personnes vont considérer que ça va être conduit par leur mental. Le fameux « je suis ma pensée », c'est Descartes qui a dit ça, donc je suis ce que je pense ou je pense donc je suis. Ouais. Alors ça c'est l'impasse dans lequel justement Descartes a enfermé une grande partie de la génération qui s'était enfermée justement avec cette réalité, donc je suis mon mental. La difficulté c'est que votre mental pour moi est un imposteur. Votre mental c'est la construction du persona dans le système social perverti dans lequel nous évoluons, et donc cet imposteur est en train toujours de te dire t'es pas assez belle, tu manques de temps, tu manques d'argent, t'en as pas assez fait, c'est pas assez bien, et surtout te comparer.
L'obsession de la comparaison. Je me compare continuellement, donc je ne suis pas assez belle. Je me compare à d'autres, donc je ne suis pas assez riche. Donc je n'ai pas assez, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Enfin, le mental, si on y regarde, si vous écoutez votre dialogue interne avec votre mental, ben vous allez voir que c'est un imposteur qui est toujours en train de vous condamner, qui est rarement en train de vous féliciter finalement. Donc êtes-vous ce mental? J'ai envie de dire, d'après toi, Patricia. Ben, moi, je dis souvent à mon mental, tais-toi, moi! Pour arrêter le tourbillon de ces pensées qui tournent en vrille, blablabla. Tu sais, des fois, des journées plus... Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, se plaignent de ne pas avoir le contrôle sur leur mental comme ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur leur corps. On voit bien que là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de contrôle. Autant, et beaucoup de personnes, même, ont des difficultés à méditer, à s'arrêter 2 secondes et à avoir juste le silence. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un d'autre que semblerait être le « je suis », dont je n'ai pas le contrôle, qui en plus devient pour beaucoup un harceleur, enfin un méchant personnage qui vous fait ruminer, qui vous amène à des pensées qui sont négatives, vous amène la peur, vous amène enfin toute cette échéance de ce que j'appelle l'enfer sur Terre. Mais c'est intéressant, Corinne, parce que je trouve qu'on avance. Donc, le corps est un véhicule qu'on a pour notre expérience sur la Terre. Le mental, on peut lui dire de se taire, tais-toi moi, pour arrêter. Attention, donc, parce que le mental est quelque chose quand même à la base de très utile, mais qui a été perverti. Il est très, très bien, en fait, le mental, on ne devrait pas ne pas l'aimer, on ne devrait pas se battre avec. C'est juste qu'il a été perverti par des générations et des générations de comportements permissifs, inversés, j'ai envie de même dire lucifériens, basés sur le non-amour, la punition, la récompense, le manque de reconnaissance, tout ce manque d'amour qui nous environne partout, la compétition, la comparaison, le conflit, la comparaison, l'incapacité d'avoir un échange d'opinions serein, même une conversation calme. C'est terrible. Il n'y a pas de conversation calme déjà avec soi-même, donc pas avec les autres. Enfin, mais à la base, le mental, je dirais un mental sain et non perverti, est quelque chose de très bien. Il ne devrait pas y en avoir de problème. Mais dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, avec ce besoin de possessivité, les tentations et les obsessions, le mental a été perverti. Tentation, j'en ai pas assez. Obsession, je suis pas assez jolie, j'ai pas assez d'argent. Enfin, on est dans la possessivité. Enfin, puis le mental peut emmener énormément de contrôle, de vouloir tout contrôler, planifier, puis et là, si ça se passe pas comme on veut, ben là, on est déçu, on est... Ben justement, le mental est en réaction face à la vraie réalité, c'est-à-dire que le mental s'oppose à un corps qu'il ne contrôle pas, s'oppose à ce mental qu'il ne contrôle pas. Alors, où est la solution? Ben, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est-à-dire, si une personne, dans un chemin qui se voudrait d'éclaircissement de sa vie, commence déjà à se dire, ok, je ne suis pas ce corps, c'est juste un outil. Je ne suis pas vraiment ce mental, donc j'arrête de m'identifier à ce dialogue d'imposteur. Par contre, j'ai tout un monde de sentiments qui, lui, est la porte ouverte à mon esprit. Ce sentiment, c'est quoi? C'est les rêves qu'on était quand on était enfant, qu'aucun n'a oublié. Cette capacité de création, la rêverie, la contemplation, la plénitude, la grâce. Ça demande quoi? Ça demande, en fait, que les gens sont en quête de ça en ce moment. On en parle beaucoup d'élévation, d'ascension. Mais l'ascension, c'est ça. C'est pas quelque chose qui va arriver sur Terre qui fait que le monde va être propulsé d'un seul coup. C'est simplement rentrer, ce que j'appelle déjà dans la Trinité. C'est-à-dire, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, par contre, je suis mon âme ou esprit. Cette âme est cette petite voix qui vous parle quand vous êtes dans votre bain, quand vous marchez sous la pluie ou dans le bois. Cet esprit serein, ces idées claires qui vous arrivent quand vous êtes en train de marcher, les mains dans les poches, vous regardez une fleur, un oiseau qui passe. Au moment où justement vous décrochez
de la réalité du corps, la réalité de cette pensée excessive. Ouais. Et vous rentrez dans un instant juste de contemplation. Mhm. Combien de personnes j'ai entendu, moi, me dire « Oh, j'ai eu une idée géniale dans mon bain. » L'eau est effectivement un véhicule fantastique. Mais vraiment. Soit sous la forme de pluie, la forme de bain, de douche, les éléments, le vent, la marge, des choses finalement très simples, très accessibles. Ouais. Et tout le monde a entendu ou a vécu ces instants, ces petits moments de grâce, d'intuition. Ouais. Et tu vois, moi j'ai ces moments-là quand je fais du vélo. J'ai l'habitude de dire quand je pars en vélo, je laisse mes pensées voler, mes pensées voguer. C'est comme je fais du vélo et je suis concentrée sur la route, mais j'ai pas de pensée. Je laisse mes pensées rouler avec moi, mes pensées fou. Quand je fais du vélo, vraiment, souvent, quand je reviens, ben j'ai les idées comme éclaircies. Puis si je cherchais une réponse, j'ai plusieurs pistes de solutions qui sont apparues pendant que je roulais. Pour certains, ça va être mettre les mains dans la terre. D'autres, ça va être aller prendre une marche, aller prendre un bain, caresser un animal. Ouais. Il y a plein de moyens d'expression pour se rapprocher de l'élément divin que nous avons tous. Il y a plein d'outils très simples. Simplement s'asseoir, contempler. Allumer une bougie, regarder une bougie. Et c'est un exercice qu'on devrait s'offrir minimum tous les jours. Justement, le rentrer tranquillement dans notre vie. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Dès que vous pouvez finalement vous connecter à cet esprit qui est, lui, clair et saint. Et là, vous rentrez en Trinité. Et là, ça demande à nouveau, on va reparler toujours de la vigilance, de s'observer. Pourquoi ? Parce que votre mental, qui a été corrompu, qui a été perverti, va un petit peu, au début, s'obstiner, ne pas vouloir vous laisser aller dans ce monde-là et cette réalité-là. Il va y avoir des blocages. Il va y avoir des retenues. C'est normal. Mais j'ai vraiment envie d'inviter tout le monde à se rallier paisiblement à cette partie qu'on a tous touchée. Des fois, pas obligatoirement dans le faire, même si vous êtes obligé de faire. Je comprends ce besoin de faire du vélo, d'aller marcher. Mais c'est très très bien et au contraire. Mais quand vous captez cet état d'être, il n'est pas difficile à la limite de vous asseoir dans votre salon. Par exemple, je vais prendre ton exemple, Patricia. De t'asseoir dans ton salon, puis t'imaginer sur ton vélo. Tu vas te reconnecter immédiatement à ton état d'être. Et à ce moment-là, tu es dans la connexion. Il n'est pas nécessaire, à un moment donné, il est possible de se libérer même du faire. Simplement de se ramener dans l'état d'être. Et je pense que c'est même en partie des techniques d'hypnose ou dans un procédé où on demande à la personne de réfléchir à un moment où elle s'est sentie bien. Donc, les personnes vont se reporter sur le bord de la plage, sur le bord de la mer, dans n'importe quelle situation où ils se sont sentis bien. Tout à fait, parce qu'attention avec le faire, le mental, qui est très puissant. Et d'ailleurs, spontanément, les personnes ont souvent des réactions relativement intuitives et saines, mais je connais, moi en tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés, souvent des personnes qui sont en hypervigilance ou qui vivent vraiment dans la peur, qui sont tellement dans l'illusion, tellement éloignées de leur ressenti, vont souvent aller faire des activités qu'on va nommer dites dangereuses. L'aviation, grimper dans les montagnes, la spéléologie, descendre dans le fond de la terre. Pourquoi ? Parce que quand ils sont dans ces éléments-là et dans cette situation-là, ils sont obligés d'être dans l'instant présent. Ils se savent en possible danger. Donc, ils sont inévitablement dans l'instant présent. Difficulté qu'ils n'arrivent pas à la être dans leur quotidien. Donc, ils s'amènent dans des zones de danger extrême. Donc, alpinisme, grimper l'Himalaya, des traversées en mer, spéléologie, l'aviation, qui demande quand même une présence. Oui. Pourquoi ? Parce que ces personnes n'arrivent pas à être en présence. Donc, ils vont se mettre dans une situation extrême pour se ramener en présence, pour avoir un ressenti. D'où, faites attention, voyez-vous. Enfin, si vous le faites, faites-le, mais faites-le en conscience. Puis ramenez cet exercice de manière à revenir après à ce que dans votre routine de vie, vous soyez en mesure de ramener cet état d'être sans être obligé d'être dans le faire.
Mais au début, allez dans le faire. Hein. On a des mains, on a des bras, on a des jambes, c'est pour les utiliser, justement. Mais peut-être justement de les utiliser à travers des activités comme le vélo, prendre le bain, prendre une marche, des choses qui sont saines, plutôt que de passer, par exemple, toutes les soirées sur vos ordinateurs. Combien de personnes se plaignent, par exemple, de mal dormir, donc le corps ne va pas, mais oui, mais l'esprit a été alimenté jusqu'à minuit par des informations toxiques. Comment voulez-vous que votre esprit, une fois allongé, soit en paix? Vous l'avez alimenté de compétition, de choses très négatives, il est impossible que votre trinité soit en accord. Mais il y a aussi le fait aussi, je pense que quand on va se coucher, moi je fais souvent un 5, 10, 15 minutes, c'est pas très long, là, où je suis couché sur le dos, puis de méditation, où j'essaie de apaiser mon esprit, puis de vider, d'arriver à un état où je pense à plus rien, là, essayer de... C'est ça. C'est comme si quand tu... C'est comme si tu tires la plug, puis tranquillement, toute l'énergie... Puis moi, ça m'aide beaucoup quand je fais mon 5, 10, 15 minutes, puis je peux faire un exercice, c'est bon. Mais c'est bien, moi, je trouve. Tout à fait. Puis pour revenir sur notre sujet, aller un peu plus loin, dans comment je fais donc pour découvrir qui je suis. Mais il y a des outils quand même. Puis des outils qui sont très simples. Ce qui vous définit sont vos jugements. Donc écoutez vos jugements. La seule chose qui vous permet de savoir qui vous êtes, c'est d'écouter vos jugements. Ce sont uniquement vos jugements qui vous définissent et qui définissent votre réalité. C'est la porte d'entrée pour vous connaître. Quels que soient les jugements. Dès que vous allez regarder les autres, parce que généralement dans le monde du persona, il y a énormément de comparaisons, mais comparaisons dans le monde du jugement. Sachez que si vous êtes dans le persona et que vous passez votre temps à juger les autres, utilisez cet outil pour vous dire, ok, alors je juge, parfait, bon, je juge. Alors je juge quoi? Qu'est-ce qui fait que moi je juge? Qu'est-ce qui à la limite me permettrait de juger? Pourquoi je juge? Parce que ma mère jugeait comme ça? Parce que je l'ai entendu de mon père? Parce que je l'ai entendu... Pourquoi? Est-ce que d'abord j'ai un positionnement à rapport? Est-ce que c'est vraiment intéressant que je juge? Pourquoi je juge? Sachez que quand vous jugez quelqu'un d'autre ou une situation extérieure à vous, vous vous jugez vous-même. Voilà qui vous êtes. Voilà qui vous êtes. Dès que vous jugez quelqu'un en vous comparant, vous vous jugez vous-même. Voilà qui vous êtes. Et rien d'autre. Quand vous entendez par exemple quelqu'un qui va exprimer tu sais, ben voilà. Vous êtes en train d'énumérer qui vous êtes. Ça s'arrête là. OK. Donc, ça veut dire que dans le jugement, c'est dans le fond, c'est que j'ai reconnu quelque chose dans l'autre que j'ai en moi-même. Là. Donc, si lui, c'est un voleur, ben peut-être que si on voit les voleurs, c'est parce qu'on sait c'est quoi un voleur, puis qu'on l'a peut-être déjà été nous aussi. Là, comme on dit, les personnes jalouses sont les personnes qui trompent. Tout le monde a entendu cette phrase-là parce que c'est une réalité qui a été vérifiée et revérifiée dans le temps. Donc effectivement, dès que quelqu'un énumère moi, machin, j'ai peur, je vais me faire voler ou j'ai peur d'être volé, c'est un voleur. Parce que dans son esprit, il sait très bien qu'il y a cette tentation en lui, donc il devine qu'il y a la tentation dans les autres parce que les gens n'arrivent pas à imaginer que les autres puissent être différents d'eux-mêmes. C'est impossible. Oui, mais il y a aussi qui sont capables de la détecter parce qu'ils l'ont vécu. Et ils sont capables de la reconnaître. Là, Alors, attention, il y a une différence entre exprimer « je suis pas à l'aise avec ça, moi je décide de ne pas ceci », ça c'est le je qui s'exprime. À l'inverse, avec le jugement, un tel, et dès que vous rentrez dans... Vous voyez, comprenez, c'est différent entre je juge ce que j'observe ou j'exprime ce que je ressens. C'est le je ou le tu, le fameux tu qui tue. Okay. Dès que vous êtes dans le tu qui tue, parfait, vous vous tuez vous-même. Parce que ce n'est que vous qui regardez vous-même, finalement. Moi, j'avais une phrase que j'aimais bien qui disait même si un être le plus divin devant vous se présente, vous ne serez capable de le voir qu'à votre hauteur. Mais oui,
Tout à fait. À chaque fois que nous sommes face à quelque chose, à une situation, on ne peut le voir qu'à la hauteur de notre monde. Quel est notre monde? Notre monde de jugement, de concepts. Nos concepts de sacrifice sont notre monde, notre réalité, pas la vraie réalité. Le monde réel tel qu'il est fonctionne tel qu'il est. Nous le regardons juste avec des lunettes très déformantes, de l'illusion de je serai ce corps, je serai ce mental qui dévie, qui déforme tout. Si on n'est pas interpellé donc par notre âme, si on n'a pas fait un nettoyage de notre âme en écoutant notre jugement, donc le monde du persona, donc le monde du mental, il est impossible de se libérer. On est enfermé dans la partie qui nous enferme, nos rigidités. Donc notre réalité, et souvent c'est une réalité basée sur la négation. Je n'aime pas. Je ne supporte pas. Cela me dérange. On revient à une forme d'hypersensibilité dont on a déjà fait un podcast. Ce n'est toujours qu'un rejet. Très peu de personnes expriment quelque chose qui est une expérience enrichissante pour tout le monde, positive, trinaire, qui vraiment va pouvoir d'être un véritable partage et une ouverture aussi à l'autre de partager ce qu'il vit réellement. Mais en même temps, si tu dis que nous sommes nos jugements, mais je pense que nous sommes des êtres, on a plusieurs facettes. Je veux dire, oui. Même si je te regarde toi, tu as plusieurs chapeaux. Je veux dire, on a plusieurs chapeaux, on a plusieurs facettes. Je veux dire, on peut être une femme mariée, mère de famille, professionnelle, qui a des hobbies, qui a plein de choses. On a plusieurs facettes là, dans notre personnage, il y a plusieurs facettes. Là. Toute la difficulté là, c'est justement d'accepter notre multidimensionnalité. Et alors que les personnes souvent cherchent à se définir avec une définition unique et simple. Ils cherchent à mettre les autres en boîte, que les fameuses expressions mettent des étiquettes. Poup, ça c'est telle affaire. Poup, on met une étiquette. Ça, avec une définition unique et simple, alors que nous sommes en fait des incarnations divines multidimensionnelles. Voilà ce que nous sommes. Pour y accéder, c'est donc dans un premier temps écouter nos jugements et se fier à nos sentiments. Les sentiments sont rarement trompeurs. Attention au monde d'émotions. Les mondes d'émotions est lié au passé. C'est un rappel que je fais souvent. Le monde des émotions est lié à un passé, souvent à un passé incompris. Toute émotion qui, justement, est souvent... Parce que souvent, maintenant, même aujourd'hui, quand on dit le mot émotion, rien que le mot, je sais que beaucoup de personnes viennent de s'accrocher à une souffrance et non à un bonheur. Rien que le fait d'avoir cité ce mot-là, certaines personnes ont immédiatement, leur mental les a amenés immédiatement à une notion de souffrance et non à une émotion de plénitude. Vous montrez la perversité du monde d'émotions avec le mot. Vous ramène à quelque chose du passé. La sentiment, moment présent. Sentiment, moment présent, on pourrait déjà se mettre ça à l'esprit. Là. Oui. Et puis émotion, ben là, c'est déjà quelque chose de passé. Là. C'est ça. Et un sentiment est un ressenti clair. Une émotion est une confusion. Et attention, souvent, beaucoup de personnes vont ressentir un sentiment sur lequel ils vont venir patcher tout de suite une émotion. Parce qu'ils refusent le sentiment. Donc, ils vont chercher dans le passé, immédiatement, sur le présent pour le placarder. C'est comme ça que fonctionne le mental. En général, le mental refuse l'instant présent. C'est-à-dire, déjà l'écoute, la présence. Écouter ce qui se passe devant moi, écouter peut-être l'autre devant moi. Vraiment l'écouter. Être là, simplement l'écouter. Et après, peut-être intervenir si ou pas. Mais qu'est-ce qu'on observe? Dès qu'il y a deux personnes qui commencent à communiquer, à chercher à communiquer, très vite, et tout le monde, et je sais que beaucoup vont se reconnaître, c'est qu'à peine la personne commence à parler, tout de suite le mental est déjà prêt à répondre, comme s'il y avait déjà un besoin de répondre, une urgence même d'interpeller, d'interrompre, pour avoir à dire quelque chose. C'est comme bloquer
l'autre personne dans son expression, parce qu'il faut le temps de dévoiler sa réalité, son monde, c'est quand même prendre généralement plusieurs mots, ça prend du temps. Un peu de temps, un peu de disponibilité finalement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non, les gens ont pris un réflexe, que maintenant il paraît comme si la communication était un combat. À peine quelqu'un lance un sujet, ça y est, je suis prêt à répondre. Je crois qu'on pourrait déjà passer par prendre le temps d'écouter la personne, mais dans toute sa multidimensionnalité. C'est-à-dire dans ce qu'elle dit, mais ce que je ressens aussi dans ce qu'elle me dit. Pas pourquoi? Parce que dans une conversation, vous avez 5% de verbal et 15% qui est immatériel, qui est échangé dans une conversation. Si vous êtes en train de réfléchir déjà à une réponse, vous n'êtes pas en présence pour capter justement l'immatérialité de la vie. C'est ça. La transmission de qu'est-ce que l'âme de la personne vous transmet. Qu'est-ce qui est dans l'immatérialité transmis au-delà des mots, même si les mots sont un véhicule. Donc là, on s'ouvre vraiment, on revient. Donc je ne peux pas être là, c'est pas le corps qui rentre dans cette dimension-là. Ça peut être difficilement le mental, puisque justement le mental, lui, est en train de réfléchir à vouloir répondre. Ça demande de lâcher cette présence du corps et du mental et d'être juste là. Mais je pense aussi... Accueillir, comme on dit. Et je pense aussi, c'est important, dans une discussion, de regarder l'autre, d'avoir un contact visuel, les yeux à yeux, tu sais. Je pense que ça, c'est important. Et de voir l'expression du visage et de regarder, de pas seulement écouter, de regarder la personne qui nous parle. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on dit, tu sais, ceux qui sont sourds et muets, ils vont regarder les lèvres, puis ils vont regarder l'expression du visage. Et c'est un tout qui leur permet d'interpréter, tu sais, de lire sur les lèvres parce qu'ils n'entendent pas. Tu sais, puis je pense que ça demande une présence, comme tu dis, pour vraiment dialoguer avec l'autre. Donc, la présence, on doit déjà se l'offrir à soi-même. C'est-à-dire, quelque part, quand on se met à parler, on doit être en présence de ce que nous disons. Non de chercher à convaincre l'autre, mais d'être avec soi dans ce qu'on dit et d'être en présence avec l'autre. Une anecdote, c'est pas une anecdote, mais souvent, il m'arrive souvent de donner cet exemple, c'est que par exemple, quand vous parlez le mandarin ou le chinois ou ces langues-là, ils sont obligés de mettre l'émotion qui va avec le terme. Il faut qu'ils mettent l'émotion du manger. Par exemple, s'ils parlent de manger, il faut qu'ils mettent l'émotion de la satisfaction du manger. S'ils parlent de quelque chose qui est lié au repas. Donc c'est pour ça qu'ils ont des intonations très montantes et descendantes dans leur linguistique, parce qu'il faut qu'ils disent le mot, mais avec l'émotion qui est liée à ça. Sachez, par exemple, dans les pays d'Asie, ils voient de l'âme partout. Une chaise a une âme, un livre a une âme, un animal a une âme, tout a une âme. Donc, eux ont un autre mode de fonctionnement, et on voit bien même dans leur linguistique, ils incorporent l'émotion qui va avec la phonétique. Dans les pays comme nous, là, francophones, nous nous sommes écartés de ça. C'est-à-dire même que les mots que nous utilisons ont été très pervertis. Les pays occidentaux, là, je pense qu'on pourrait ratisser large. Là. C'est ça. Donc déjà, s'accueillir soi. Donc s'écouter, s'accueillir soi dans son langage, ce qui permet d'accueillir l'autre dans son langage. Et le plus important, c'est juste déjà de l'accueillir, sachant que quand quelqu'un vous parle, il y a 95% qui est immatériel. Donc il faut vraiment être assis, tranquille, pour percevoir la multidimensionnalité de ce que je suis et de ce que la personne en face est. Et donc là, c'est un vrai partage. Là, il y a une meilleure compréhension de l'un et de l'autre, sachant que oui, il y a du solide, il y a les mots. Mais il y a aussi énormément de vibrations, d'échanges qui se passent, de ressentis, qui eux sont une pléiade d'informations. D'énergie entre les personnes. Là, quand on est dans l'immatériel, on est dans le monde des sentiments et de l'énergie qui passe. Puis c'est important d'être présent pour pouvoir le capter. Là. Et là, dans ces et de ne pas être sur son téléphone pendant que l'autre parle, puis puis d'être... un paquet de stimuli qui nous empêchent d'être présents, puis de « Ah, qu'est-ce que tu disais? Ah, t'as-tu dit quelque chose? » ou c'est parce que dans l'exercice, il faut comprendre que déjà pour arriver à accueillir l'autre, il faut s'être accueilli soi. Parce que si la personne en face de vous envoie
on va dire une émotion parce qu'elle est inconfortable, il faut être capable de l'accueillir, de la reconnaître pour rester tranquille à l'écoute. Beaucoup de personnes, malheureusement, dès qu'on leur parle, sont déjà en réaction avant même qu'il y ait un début, puisque le fait de parler est une agression. Même de poser une question devient une agression presque. C'est le persona, hein. On est vraiment à une époque où le persona est tellement rendu dans son extrême, je dirais, on est dans les caricatures, qu'il y a un exercice où justement il faut prendre le temps donc, pour découvrir qui je suis. Parce que là, je crois qu'on... Oui, bien là, c'est justement ça, je pensais justement, je me disais, il faudrait qu'on revienne à notre question initiale, qui suis-je? Mais moi, j'aime beaucoup la réponse, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des incarnations divines. Ouais. Ou particules de lumière, comme vous voulez. Enfin, nous sommes quelque chose de vraiment divin, de vraiment très puissant, énergétique, vibratoire, fait d'ondes. Notre présence sur Terre, notre simple incarnation, nous sommes tellement puissants que nous avons des répercussions dans tout le multi-univers. Nous sommes vraiment multidimensionnels. Et sur cette Terre, mais dans tout ce qui nous entoure. Nos pensées voyagent à travers l'univers à une vitesse de la lumière que vous ne pouvez pas imaginer. Tout altère tout. Nous sommes de vrais magiciens en réalité. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes vraiment des êtres, je dirais tous, magnifiques, exceptionnels, des diamants, descendus dans un monde perverti, donc terni, qui doivent retrouver leur lumière dans cette expérience. Et pour ça, ça demande justement de comprendre que, pour revenir à ce qu'on disait, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce mental, nous sommes l'union des trois. Les trois doivent devenir amis, collaborateurs ensemble pour pouvoir ressentir notre multidimensionnalité. Sachez aussi que notre corps est la bibliothèque totale de toutes nos vies. Nous sommes vraiment un monde fabuleux en nous-mêmes. Tout est enfermé à l'intérieur de nous. Notre présent, notre passé, nos futurs. Donc, en étant vigilant, en douceur, avec bienveillance envers soi, en écoutant nos jugements, vous allez déjà découvrir que peut-être vous jugez beaucoup, peut-être que vous vous comparez beaucoup, et peut-être que vos jugements ne sont toujours pas bienveillants. Sachez que dès que vous tombez sur un jugement qui n'est pas bienveillant, c'est votre dialogue interne. Donc, vous n'êtes pas bienveillant avec vous. Et là, peut-être, commencez à décider de devenir bienveillant avec soi. D'arrêter déjà de vous juger en jugeant les autres. À chaque fois que vous allez juger quelqu'un d'autre, dites-vous « je me juge ». Ça va changer la situation. Et là, vous allez commencer à vous découvrir, vivre avec vous autrement. Est-ce que je dois passer mon temps à me comparer et à juger? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Moi, pour moi, c'est ça dans mon monde que je veux vivre pour tous les jours? Est-ce que c'est ça vraiment mon monde? Après, je peux bien me plaindre de l'extérieur. Donc, j'invite tout le monde, c'est ça, c'est une porte d'entrée qui va vous permettre de découvrir qui vous êtes. Et là, à chacun, c'est un secret qui vous est réservé. Mais je trouve que c'est déjà une belle piste de solution. Merci beaucoup. J'espère, on va espérer je suis déjà mieux avec mon « je suis ». Que ça va vous inspirer dans la démarche, toujours cette belle démarche de découvrir qui vous êtes et vous épanouir dans cette expérience. Excellent. Merci beaucoup, Corinne. Une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.